Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie d'Éric, de recevoir Édouard Husson. Édouard Husson, bonjour. Vous êtes normalien, agrégé d'histoire, professeur des universités, docteur en histoire, auteur d'une pléiade d'ouvrages remarquables sur l'Allemagne et une de vos spécialités est la géopolitique internationale, croisée avec l'économie. Et vous avez fondé et vous dirigez le blog Libre Propos et la lettre confidentielle, la lettre de Brennus. Deux créations récentes. Oui, tout à fait. Puisqu'auparavant, vous prodiguiez vos talents sur le courrier des stratèges. Tout à fait. J'ai passé 4 ans, très, très belles années, en duo avec Éric Verhaeghe. Et puis, la vie fait que ensuite les trajectoires des uns et des autres peuvent diverger. Et donc, j'ai créé mon blog Libre Propos, sur lequel j'écris, je poste 3 ou 4, 5 papiers chaque semaine. Et puis, une fois par mois, vous l'avez dit, cette lettre confidentielle qui fonctionne sous forme de dossier. Et donc, le deuxième numéro vient de paraître sur l'Allemagne de Friedrich Merz et la politique de Friedrich Merz. Et le premier numéro avait été consacré à la politique étrangère de Donald Trump. Donc, la lettre de Brennus, on peut avoir un abonnement payant, c'est ça donc ? Oui, alors sur mon blog Libre Propos, vous avez 2 niveaux d'abonnement payant. Vous avez un premier niveau pour les contenus qui paraissent plusieurs fois par semaine. Puis vous avez un deuxième niveau. Alors ce premier niveau, il est à 100 €. Et vous avez un deuxième niveau. Ça, c'est vraiment pour les mordus, ceux qui veulent me suivre jusqu'au bout dans les analyses. Et que je fais profiter aussi d'un certain nombre d'informations confidentielles que j'obtiens, par exemple sur le gouvernement américain, ou bien là sur le gouvernement allemand ce mois-ci. Et donc ça, c'est un deuxième niveau d'abonnement. Il faut prendre le niveau d'abonné fondateur. C'est le nom que ça a sur la plateforme Substack, puisque mon blog est sur la plateforme Substack. Abonné fondateur, et c'est 300 € par an. Mais ça veut dire que vous avez aussi les autres contenus. Ce n'est pas simplement la lettre Brennus. C'est les contenus payants plus la lettre Brennus. C'est-à-dire que nous comprenons bien, avec 300 € par an, nous avons la lettre de Brennus plus... Plus tous les contenus du blog Libre Propos et toutes les archives aussi. C'est ça qui est important, parce que sur mon blog, au bout de quelques semaines, les articles deviennent archivés. Et donc, ils ne sont pas accessibles directement. Voilà, le contenu des archives, c'est les anciennes parutions c'est les anciens, qui sont stockées. Qui sont stockés. Et qui ont souvent un caractère de grande pérennité, de grande En tout cas, j'essaye de faire preuve de cohérence. Donc, ça peut être intéressant. Puis, ça peut être intéressant de relire des analyses sur ce qui... je sais pas, sur la guerre d'Iran ou sur les négociations de Trump, sur tel ou tel aspect de la politique intérieure française. Je parle de politique intérieure française, mais plus dans l'idée de préparer l'après-Macron, parce que c'est ça qu'il faut que nous préparions. Oui, parce que votre puissante capacité d'analyse amène tout naturellement à la prospective, en fait. Oui, c'est quelque chose. Alors, pour l'historien que je suis, ça a toujours été un défi. Je me suis toujours demandé, à une époque donnée, qui comprenait ce qui se passait. Et en fait, j'ai observé qu'il y a toujours 3 temps quand vous êtes historien. Vous avez, à l'époque des faits, vous avez une minorité de contemporains qui ont compris ce qui se passait et qui ont bien anticipé. Et quand on les relit aujourd'hui, c'est souvent étonnant. Prenons un exemple simple, comme l'historien Jacques Bainville, écrivant sur le traité de Versailles. Mais il n'y a pas beaucoup qui écrivent comme lui. Et sauf que 20 ans plus tard, il avait raison. Vous avez une deuxième phase où on oublie en fait ce que les contemporains ont écrit, et on n'a pas vraiment accès aux archives, donc on s'est fixé sur des visions un peu mythiques de telle ou telle époque, de tel ou tel événement. Et puis il y a le temps des historiens, 50 ou 100 ans après, qui eux redécouvrent ce qui s'est vraiment passé.
Et donc, moi, je me suis toujours intéressé à ces contemporains, à ces acteurs qui, comme Alexis de Tocqueville, Jacques Bainville, on pourrait dire Emmanuel Todd aujourd'hui en est un très bon exemple, comprennent les événements en train de se faire. Et donc, modestement, je me suis fait une petite méthode à moi en imaginant ce qu'était leur méthode à eux. Et donc j'essaye effectivement d'être aussi un historien de mon temps, en tout cas de laisser un témoignage pour ceux qui un jour écriront l'histoire de notre temps. Mais vous êtes l'un de ces historiens justement qui... Je ne sais pas, on se trompe dans les diagnostics, on peut faire des erreurs d'anticipation. Mais d'ailleurs, c'est bien d'en faire parce que ça prouve qu'on prend des risques. Mais il y a des fois où, effectivement, on anticipe bien. Je vais donner un exemple. Un livre que j'ai publié en 2019 chez Gallimard, il m'a été commandé par Gilles Kepel, directeur de collection, parce qu'il avait été surpris. Je lui avais annoncé qu'en 2017, Mme Merkel ferait un mauvais score aux élections législatives allemandes. Alors je lui avais dit ça avant, ça le laissait un peu sceptique, et puis après le résultat, il m'a dit « Ah bah, j'aimerais bien comprendre comment tu étais arrivé à ce raisonnement, et il faut que tu nous fasses un livre pour ma collection ». Donc j'ai fait un livre effectivement qui s'appelle Paris-Berlin, la survie de l'Europe, et dans lequel je parle de l'ère Merkel et de la détérioration des relations franco-allemandes et aussi de la crise que je voyais commencer de l'Allemagne, en particulier à cause de la sortie du nucléaire civil. Et en fait, dans cette alchimie intellectuelle, il y a un puissant esprit d'analyse et il y a aussi une grande part faite à l'intuition. Alors, si vous voulez, je pense que l'intelligence, Blaise Pascal a tout dit, il y a l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Et il faut faire travailler les deux. Alors, mon esprit de géométrie, il est, je dirais, moyennement développé, mon esprit de finesse aussi, mais la combinaison des deux peut devenir intéressante. Vous êtes modeste. Et c'est ça, mais on peut parler de Bergson. Bergson dit que dans le raisonnement, l'intuition est absolument fondamentale. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à démontrer tout de suite. Lorsque la guerre d'Ukraine a commencé, moi j'ai eu une intuition, c'est que la Russie ne pouvait pas perdre cette guerre et que donc l'Occident était en train de s'enfoncer dans une impasse à vouloir alimenter une guerre de l'Ukraine avec la Russie. Bon, j'avais quelques éléments, mais qui étaient surtout des éléments d'analyse historique, et puis ce que je savais sur la modernisation de l'armée russe, et puis ce que l'excellent historien et économiste David Turtry avait écrit sur la modernisation de l'économie russe. Bon, mais voilà, j'en étais là. Et par exemple, il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce qui se passe à partir de février 2022, c'est le ralliement de la majorité du monde à la Russie. Ça, je ne m'y attendais pas. Vous voyez, je l'ai vu tout de suite quand il s'est produit. Oui. Je pense être un de ceux qui en a pris la mesure assez rapidement, mais j'ai été surpris par la profondeur du mouvement. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'États qui resteraient neutres. Or, en fait, la majorité des États de la planète a dit nous ne soutenons pas l'Occident, nous soutenons la Russie. Bon, alors ensuite, on peut discuter sur en droit international. Il y a une guerre d'agression. On a tous les arguments pour le dire. Mais même des États qui ont condamné la Russie formellement sur la séquence 24 février 2022, ils ont dit que ça ne nous empêche pas par ailleurs de penser qu'elle mène une juste guerre contre l'Occident. Vous voyez, ça se passait en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Alors, moi, je suis français, je suis européen. On me dit qu'il faut que je sois occidental. Ça, je dis non, je ne pense pas que l'Occident, ça soit la bonne catégorie pour la France. Mais je constate que mon pays... les autorités de mon pays sont engagées dans un soutien unilatéral à l'Ukraine. Et je pense que c'est une erreur. Voilà, ça je l'ai dit tout de suite. Pour juste terminer sur la question méthodologique, si je peux dire, vous avez évoqué Bergson, et vous savez, vous qui êtes un gaulliste, je crois, à quel point le général de Gaulle avait été un fervent lecteur de Bergson. Et Bergson qu'on avait surnommé le philosophe de l'intuition. Et le côté visionnaire de Gaulle puise ses racines dans cette intuition gaullienne et je dirais bergsonienne. Alors, effectivement, on voit une chose, c'est qu'avec le même matériau analytique, deux observateurs peuvent avoir des
conclusions diamétralement opposées et des prospectives diamétralement opposées, avec le même matériau analytique. Et je dirais presque avec la même base analytique, en fait. C'est bien fascinant. Hein. Alors, oui, sur le général de Gaulle, je crois, il y a plusieurs facteurs. Il y a bien sûr la lecture de Bergson, mais comme je comprends, quand j'ai lu ce qu'écrivait de Gaulle sur Bergson, ou ce qu'il a déclaré à certains proches sur l'importance pour lui de la philosophie de Bergson, je pense que ça a été une confirmation de sa forme d'esprit. Oui, c'est ça. Je crois qu'une des forces du général de Gaulle, c'est non seulement son éducation et la personnalité de son père, qui était professeur d'histoire et qui l'a, par ailleurs, qui l'a bien formé. Et puis, c'est surtout c'est la qualité de cette éducation secondaire qu'il a reçue. Et moi, je crois qu'on a... parce que De Gaulle n'est pas le seul à avoir d'amples visions. Et il est... je vais prendre un personnage qui m'est cher, même si ce n'est pas ma famille politique. Jaurès, quand vous lisez Jaurès entre 1890 et son assassinat en 1914, il y a un certain nombre de vues sur l'avenir du monde, bien sûr colorées par ses convictions socialistes, mais qui sont absolument prémonitoires, qui sont tout à fait extraordinaires. Et on ne peut pas réduire Jaurès à être le pacifiste qui voulait céder à l'Allemagne. Non, il avait une attitude assez élaborée qui consistait à dire aux Français « la démocratie l'emportera inévitablement en Allemagne, mais ne répondez pas aux provocations de ce grand enfant qu'est Guillaume II ». Alors, on peut dire il avait tort, il avait raison. N'empêche qu'il était le seul à avoir dit la guerre qui vient sera une boucherie ». Donc, pour ça, il prônait la défensive. Vous voyez, je prends Jaurès volontairement parce que c'est pas De Gaulle, justement. Aujourd'hui, on cite beaucoup De Gaulle. Jaurès était socialiste. La gauche s'en réclame autant que la droite peut se réclamer de De Gaulle. Mais dans les deux cas, je ne sais pas qui les a vraiment lus. Et il faut les relire. Et je reviens à ça pour dire, je pense qu'il y a eu une qualité de l'éducation française, l'éducation secondaire, dont ont bénéficié Charles de Gaulle et Jean Jaurès, qui est absolument extraordinaire et qui a en fait tenu jusque dans les années 60 de fait. Je dirais, pour moi qui ai fait ma scolarité entre 74 et 86, j'ai vu encore des restes de ça, même si le système était très très cassé par mai 68 et les suites. Mais j'ai eu les derniers grands professeurs, j'ai eu les dernières personnes qui m'ont transmis quelque chose. Et je crois qu'un des gros problèmes d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est né en 77, après la réforme Abi, après qu'on a cassé l'école. Exactement. Et c'est un de ces problèmes. Hein. On critique volontiers Macron, et moi je le fais plus qu'à mon tour, mais il faut dire aussi que le logiciel n'a pas la complexité et n'a pas la résistance à toute épreuve pour traiter les événements qu'avait le logiciel d'un De Gaulle ou d'un Jaurès. Il y a eu dans les années 60, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, il y a eu dans les années 64-66 un effondrement de la transmission, notamment de l'histoire. J'avais un frère plus jeune que moi de 3 ans. Nous sommes passés par les mêmes établissements avec les mêmes professeurs. Nous n'avions pas du tout les mêmes livres. Pas du tout le même enseignement. Il y a une histoire à écrire, vous avez tout à fait raison. Alors je ne sais pas, mon grand-père qui était professeur de lycée à Lyon me disait toujours qu'il avait senti une rupture en 1965. Ce qui rejoint, lui était professeur de lettres classiques, il enseignait le français, le latin et le grec. Je me rappelle qu'il est décédé malheureusement en 92, mais j'ai eu assez d'années pour qu'il me transmette un certain nombre de choses, et il me disait ça. Moi, je peux témoigner que l'enseignement de l'histoire que j'ai eu à l'école, du primaire au bac, était très moyen, très médiocre. Je ne sais pas d'ailleurs comment j'ai fait de l'histoire. J'ai fait de l'histoire parce que j'avais à la maison les manuels. Il y avait une bibliothèque chez mes parents qui était la bibliothèque d'une famille de la bourgeoisie qui cultivait, on va dire. Et donc j'en ai profité. Mais moi, j'ai déjà eu le sentiment, autant je pense qu'en maths, en physique, en français aussi, j'ai eu encore une très bonne formation, autant en histoire, ça s'était déjà cassé la figure. Sur ce sujet, j'ai fait des langues anciennes aussi. Oui. Donc j'ai encore bénéficié de cette formation humaniste classique.
Alors, est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que ça m'a... Ensuite, j'ai fait des rencontres extraordinaires, en particulier celle d'Emmanuel Todd, qui m'a beaucoup formé aussi à ces sujets d'anticipation. Mais je suis d'accord avec vous, on a un vrai problème qui est un problème de déficit éducatif. Et alors, c'est paradoxal, parce qu'on n'a jamais eu autant de diplômés. Mais on a eu une inflation des diplômes et en même temps une perte de valeur des diplômes. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a eu une convergence de la droite et de la gauche. Vous avez une gauche qui a voulu casser par idéologie un certain nombre de piliers de l'éducation traditionnelle, mais vous avez une droite qui, au nom de l'adaptation à la mondialisation, parce qu'elle était fascinée par les États-Unis, a pensé qu'il fallait considérablement simplifier l'enseignement qui était dispensé, et puis qui a finalement cessé d'exiger l'effort, le primat des études scientifiques pour former des ingénieurs. Aujourd'hui, on a formé beaucoup de gens par les écoles d'ingénieurs qui ensuite vont travailler dans la finance. Donc il y a eu une cassure, et de ce point de vue-là, je sais qu'on reproche, et à juste titre, beaucoup à la gauche française, elle a beaucoup cassé par idéologie, mais la droite a renforcé ça. Et en fait, c'est l'ensemble de la classe politique, à quelques exceptions près, qui est largement responsable. Mais ce n'est pas simplement les politiques, c'est les milieux dirigeants qui, au fond, ont eu une attitude assez cynique consistant à se moquer du déficit de formation alors qu'on était en pleine massification des établissements en termes d'effectifs, et qui... tant qu'on pouvait continuer à envoyer ses enfants dans des collèges et lycées d'élite, en centre-ville, publics ou privés d'ailleurs, et qu'on pouvait les orienter vers la prépa. Et puis après ça, ils vont faire une formation à l'étranger, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment une rupture qui s'est produite dans la transmission au sein du pays. Regardez l'effondrement de l'enseignement en mathématiques, par exemple. Pour être calé au bac, aujourd'hui, il faut en faire la demande express par courrier recommandé. Alors, il y a eu cette illusion... Il y a eu cette illusion, d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement a bien reconnu il avait été mal compris quand il avait dit qu'il faut 80% d'une classe d'âge qui est le bac, mais lui, il avait en tête l'exigence des pays asiatiques. Oui. Et où on fait monter le niveau en même temps. On fait monter les gens, mais on fait monter le niveau. Oui. Et regardez aujourd'hui, une des raisons du succès de l'Asie, c'est bien la qualité de la formation scolaire. C'est là. Et eux, ils n'ont pas baissé la barrière, la limite, le niveau, en même temps qu'ils accueillaient toujours plus de gens. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez expliquer la crise américaine, la crise européenne, largement par l'effondrement du système éducatif dans les deux pays, alors qu'en Asie, au contraire, le système éducatif a très bien géré la massification des effectifs. Et alors justement, cette disparition de la culture des humanités explique beaucoup, semble-t-il, les erreurs de jugement faites par les élites européennes, américaines. Alors aux États-Unis, la culture de l'humanité, évidemment, était moins répandue. Concernant la Russie, car ce que l'on entend sur la Russie est souvent un tissu d'ineptie, de contre-vérité, etc. Mais j'ai le sentiment que la plupart des journalistes, commentateurs et hommes politiques qui profèrent ces erreurs sont persuadés de ce qu'ils disent, il me semble. Je pense. Je vais vous donner un exemple sur les conséquences de la perte de culture. Lorsque les troupes russes, surprises en septembre 2022 par une poussée ukrainienne, ils avaient sous-estimé le fait que l'OTAN avait formé, après que la première armée ukrainienne avait été brisée par l'effort de guerre russe, l'OTAN a reconstitué une deuxième armée ukrainienne, et il y a une poussée, et les Russes sont surpris à Kharkov, et puis quelques semaines plus tard, ils sont surpris à Kherson. Que font-ils ? Ils se retirent en bon ordre. Selon une tradition de l'histoire russe, il suffit de remonter à Kutuzov. Le maréchal qui d'abord, devant le choc des armées napoléoniennes, s'est retiré, parce qu'il y a cette tradition-là, mais même Lénine le savait, troquer l'espace contre le temps.
C'est-à-dire qu'on peut perdre du territoire, mais c'est pour consolider le dispositif et puis laisser l'adversaire s'avancer trop. Et après ça, on reprendra la contre-offensive. Bon, je dirais même, quand je regarde, moi, l'histoire militaire russe, il y a quelque chose de presque drôle dans la manière dont les Russes font régulièrement le coup. Ils se reculent, les autres s'avancent, et après ça, ils les encerclent. Bon, c'est d'ailleurs, les Russes n'ont rien inventé, c'est les Romains battus par les Carthaginois à la bataille de Cannes. Bon, c'est un mouvement, c'est ce qu'on enseignait dans tous les états-majors. Bon, vous voyez, moi, je vous dis ça parce que j'ai appris ça en histoire. Mais je crois que malheureusement, il y a un certain nombre d'experts, de journalistes et même d'officiers aujourd'hui qui n'ont plus ces repères-là. Et alors, si vous ajoutez que on vit dans un vase clos et l'Occident, en fait, n'est plus dans l'ordre de l'analyse rationnelle, mais il est dans l'ordre de la croyance. Il m'est arrivé d'assister à des discussions où il y avait des officiers français présents sur l'évolution de la guerre d'Ukraine, et discussions de bon niveau, mais j'étais frappé de voir que l'analyse militaire de ce qui se passait sur le terrain, c'était les communiqués de l'OTAN, essentiellement. Alors, il n'y avait pas que du faux dans les communiqués de l'OTAN, mais c'était quand même une vision très fermée. Et je vois aujourd'hui, aller sur la plateforme Substack, mais on voit partout dans le monde, il y a aujourd'hui, je dirais, on a découvert à l'occasion de la guerre d'Ukraine une cinquantaine d'analystes de premier plan dans le monde entier, de toutes les nationalités, de toutes les langues. Ils communiquent entre eux en anglais la plupart du temps, mais qui font des analyses absolument remarquables de ce qui se passe sur le terrain en matière militaire. Et moi, au contraire, j'avais été surpris dans ces entretiens auxquels j'ai été invité. On sollicitait mon expertise sur l'Allemagne, en fait, pour savoir comment l'Allemagne se situait face à la guerre d'Ukraine. Mais j'écoutais tous ces gens, et j'étais très surpris de voir qu'il y avait une note dominante du côté français. C'était une sorte de... Alors, si on est gentil, on dira une sous-estimation de la Russie, mais qui se colorait d'un profond mépris, en fait, pour les Russes. Oui. Il y a quelque chose... alors, il n'y a plus du tout cet enthousiasme qu'il pouvait y avoir pour la culture russe. Sans doute, les gens dont je parle, les décideurs d'aujourd'hui, n'ont plus lu Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Tourgueniev et Solzhenitsyn. Ça, c'est une chose. Mais en plus... Qu'est-ce qui reste finalement quand on a perdu tous ces repères-là et quand on a perdu sa culture et son esprit d'analyse? Il reste l'arrogance d'une sorte de suprémacisme occidental qui se pense, cette idée que de toute façon l'Occident a dominé le monde depuis 5 siècles, qu'il le fera toujours, et que ces pauvres Russes quand même, et puis alors ils n'arrivent pas à gagner la guerre, sans se demander si les Russes veulent vraiment faire une guerre de haute intensité, contrairement à ce qu'on croit. C'est ça qui est frappant. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec un ancien officier français qui me disait je bute là-dessus, parce que je vois bien que les Russes auraient pu finir la guerre plus vite, mais pourquoi ne le font-ils pas? Et je n'arrive pas à trouver la réponse. Alors vous voyez, un officier français en retraite qui a continué à réfléchir. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de suffisance. Et puis, mais je vais donner un exemple qui montre que ça va très loin. Plusieurs fois, l'état-major ukrainien a dit aux Américains: laissez-nous nous battre comme des Russes. Parce que nous, on sort de la même matrice, c'est l'armée soviétique. Oui, je comprends. Et on comprend comment ils se battent. Oui. Bon. Et les Américains ont dit non, on a les manuels de l'OTAN, c'est ça, vous devez suivre les procédures. Une des raisons de l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, c'est qu'on a demandé aux Ukrainiens de suivre les manuels de l'OTAN et plutôt que de les laisser combattre comme ils avaient envie de combattre. Bon, alors je ne sais pas si ça aurait changé les choses, parce que les Russes s'étaient préparés à l'attaque et avaient créé plusieurs lignes de défense. Mais vous voyez, c'est intéressant en soi, et peut-être que ça nous renvoie à quelque chose qui, en ce moment, m'intéresse et me frappe de plus en plus, c'est l'Occident, si on l'appelle comme ça, la France et l'Europe, et la France en Europe, sont en train de s'enfermer
et contrairement à ce que nous nous croyons mondialisés, ouverts, cosmopolites, etc., nous ne comprenons plus le reste du monde et nous n'avons plus qu'une sorte d'arrogance vis-à-vis des autres cultures et civilisations, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis de l'Inde, de la Chine, que nous regardons avec beaucoup de hauteur. Or, en fait, le monde bouge à une grande vitesse et on n'imagine pas ce qu'est, utilisons le terme de concert des nations, par référence au 19e siècle européen, eh bien aujourd'hui il y a un concert mondial des nations. Et moi je suis... mes compétences linguistiques sont limitées, mais je lis régulièrement la presse des pays d'Asie en langue anglaise. C'est absolument passionnant. Et tout ce que les Russes, les Chinois, les Japonais, les pays africains, les pays latino-américains se disent entre eux et qui échappent à l'Occident. C'est l'Occident qui est muré aujourd'hui dans sa croyance qui est en train de devenir totalement abétissante concernant sa prétendue supériorité civilisationnelle. Et ça, c'est vraiment le débat du moment. C'est-à-dire que... Et moi, c'est ce qui m'obsède pour la France, parce que si l'Allemagne veut rater le train, ça ne me gêne pas. Mais ce qui m'obsède pour la France, c'est le fait que nous sommes en train de nous couper du reste du monde. Alors même que nous avons des territoires d'outre-mer et que nous aurions toutes les raisons d'être en phase avec le reste du monde. Nous sommes enfermés dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et nous ne comprenons plus le reste du monde. Et nous ne voulons plus comprendre, surtout. Parce qu'il y a presque une volonté derrière ça, j'ai l'impression. Et il n'y a plus les instruments culturels pour le comprendre. Oui, alors je ne sais pas ce que sont les causes. Effectivement, là je regarde les résultats. Je regarde les résultats, mais je suis étonné par le décalage entre les voyages incessants de M. Macron. Alors là, j'apprends qu'il passe par le Mexique après être allé au Brésil. Enfin, il est à 10% d'opinion favorable dans l'opinion et il continue à parcourir la planète entière. Mais pourquoi faire ? Est-ce qu'il comprend les gens qu'il rencontre une fois qu'il est sorti des... Alors, je vais vous dire, je pense même que pour Macron, si on va au bout, je pense qu'il comprend plus que ce que nous imaginons, mais d'abord, il n'ose pas remettre en cause le carcan occidental qui lui est imposé, et puis d'autre part, il est en fait régulièrement arrêté par le manque de vision politique. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais été formé à la stratégie, en fait. Oui, il ne sait pas ce que c'est que la stratégie d'un pays. Si on compare, on parlait de De Gaulle ou de Jaurès, on pourrait remonter dans le passé. Vous voyez très loin. Voilà, voir loin. De Gaulle avait écrit que l'art du commandement était fondé sur la culture générale. Culture générale, tout à fait. Et là, on voit bien. Derrière Alexandre, il y a toujours Aristote. Oui, bien sûr. Et là, on voit bien. Derrière Macron, qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Il faut dire aussi que nous sommes confrontés à une autre question qui est l'effondrement. Il n'y a plus d'intellectuels français. Il n'y a plus de... À part Emmanuel Todd, je connais pas beaucoup, mais on ne l'écoute pas. Mais c'est peut-être le dernier très grand analyste du monde présent. Dernier rejeton de l'école des Annales, mais il y a très peu de... Alors je suis injuste certainement quand je dis ça, mais il y a des individus isolés qui ne sont pas consultés, qui ne sont pas lus, qui ne sont pas pris au sérieux. D'ailleurs, Jacques Bainville... Alors, c'est très paradoxal, parce que Bainville, beaucoup de monde, paraît-il, le lisait dans les élites politiques françaises. Mais on ne tenait pas compte de ses conclusions dans la décision politique. Oui, alors je pense que Bainville a été souvent pris au sérieux. Il était vraiment lu. C'était drôle d'ailleurs parce qu'il y avait des gens qui s'abonnaient à l'Action française, pas parce qu'ils étaient monarchistes, mais parce qu'ils voulaient lire Bainville, la chronique quotidienne de Jacques Bainville. Et on le voit encore lorsque François Mitterrand est confronté à la réunification de l'Allemagne. En fait, qu'est-ce qui le guide ? C'est sa lecture de Bainville. D'ailleurs, à mon avis, pas très bien appliquée. Mais c'est un fait. Donc, tout à fait. Alors, vous savez, ça, c'est toujours la question de, je veux dire, le conseiller et le prince. Je veux dire, et d'ailleurs, moi, je l'ai
je l'ai vu à de nombreuses reprises, et je crois qu'il faut, quand on joue un rôle de conseiller, quand on a une capacité intellectuelle, il faut aussi savoir au bout d'un moment que l'influence que l'on peut éventuellement avoir, si on est consulté, elle sera, sauf exception, elle sera limitée. Et ça, je crois qu'il y a trop de gens qui aident quelqu'un à être élu à la présidence de la République ou à une fonction donnée, et puis qui après sont malheureux parce qu'ils ne m'écoutent plus. Pourtant, pendant la campagne, oui, c'est comme l'histoire de Steve Bannon avec Donald Trump. Voilà, il y a un moment où Trump il est au pouvoir et il y a d'autres contraintes. Bon, mais vous avez raison. Il y a peu d'hommes politiques et d'hommes d'État qui réfléchissent en fonction d'une vision, qui soit une vision personnelle, mais qui se nourrissent régulièrement des analyses d'autres. Alors on dira la politique n'est pas faite pour ça. Il y a un fossé entre la pensée et l'action. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle a fait exception tout de même? De Gaulle est remarquable et exceptionnel. Mais je pense que, bon, d'abord, il n'a pas gouverné seul. Il avait d'excellents ministres. Vous aviez une qualité du personnel. Bien sûr, la résistance avait fait émerger un certain nombre de gens, mais il y avait ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'un système éducatif solide qui faisait qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient capables de suivre De Gaulle. Et puis, bon... je ne suis pas forcément un enthousiaste de Georges Pompidou, mais on voit bien que De Gaulle avait préparé d'une manière ou d'une autre quels étaient les différends entre les deux hommes. Il y avait une succession et Pompidou était quelqu'un de solide. On voit bien en fait, on voit bien que l'homme d'État, il a besoin d'avoir une pensée personnelle avant d'arriver au pouvoir, parce qu'après c'est trop tard. Après, vous êtes pris dans le flot de l'action et je comprends très bien. D'ailleurs, moi, je trouve que quelquefois, on est injuste avec un certain nombre de politiques au sens où, voilà, on leur fait... D'abord, on a voté pour eux, donc souvent. Donc, bon, après, vous leur reprochez de pas correspondre à la projection que vous avez faite sur eux. Mais c'est surtout, pour moi, qui ai une petite expérience de cabinet ministériel, je sais que, de facto, on n'a plus le temps de penser. Et donc, il faut que la pensée soit déjà là. Soit elle est déjà là, et ça vous permet à ce moment-là vraiment d'imaginer, maîtriser ce que vous avez à faire, soit elle n'est pas là, et alors là, vous risquez d'être ballotté par les événements ou par les autres. Mais on voit bien d'ailleurs, De Gaulle a à peu près 50 ans au moment de la Deuxième Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à 50 ans, il a passé le plus clair de son temps à lire, à réfléchir, à méditer. Oui, c'est ce que dit déjà, alors ça a dû être dit par d'autres biographes, mais je me souviens, ça m'avait frappé dans la biographie de Jean Lacouture, lorsqu'il parle justement des 50 premières années du général, il dit que ce qui frappe, c'est qu'il était en garnison ou à Paris, pour un officier, il sortait relativement peu le soir. Et en fait, De Gaulle travaillait beaucoup le soir, travaillait ou lisait simplement. Prenait ce temps du recul et de la méditation. Je pense qu'on ne comprend pas la puissance des conférences de presse du général si on ne voit pas qu'elles sont le produit d'une réflexion qui est extrêmement ancienne, qui a mûri et qui tout d'un coup trouve sa formulation. Mais vous avez raison. Et ensuite, il reprend ça pendant la traversée du désert après la Deuxième Guerre mondiale. Il lit et réfléchit beaucoup. Il fait ses longues marches dans les alentours de Colombey-les-Deux-Églises tous les jours, où il médite longuement ses lectures, ses réflexions politiques, etc. C'était un grand méditatif. Alors, ensuite, chacun sa méthode, chacun sa façon de faire, chacun son alchimie personnelle. Oui, De Gaulle avait un équilibre étonnant entre la pensée, la réflexion et l'action. Effectivement, il y a un équilibre qui est rare chez les hommes d'État. On le trouverait chez Richelieu de la même manière. Oui. Ce qui est effectivement... tout à fait clair, c'est qu'il avait une capacité à comprendre la nouveauté
parce qu'il était capable de l'analyser, il y avait un certain nombre d'outils, et il se demandait ce qui correspondait à ce qu'il savait déjà et ce qui était nouveau. Et effectivement, et ça, il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait pas de schéma a priori. Puis il y avait une longue méditation, effectivement, de l'histoire de France et de ce qui constitue la France, y compris d'ailleurs pour mettre en cause une partie de l'historiographie du 19e siècle. Par exemple, si on regarde sur la Russie, en fait, c'est surtout Chateaubriand qui l'a lu. Il a lu et médité. Je crois que c'est au livre 27 des Mémoires d'Outre-Tombe. C'est un mémoire diplomatique que Chateaubriand a inséré dans les Mémoires d'Outre-Tombe et qui est une longue méditation sur les raisons pour lesquelles la France et la Russie ont tout motif d'être alliés en Europe pour l'équilibre de l'Europe et pour leurs biens respectifs. Et alors là, on est aux antipodes de cette sagesse diplomatique. Oui. Et où on voit que la France a emboîté le pas aux errements états-uniens et au bellicisme américain. En général, oui. Oui, aux anglo-saxons. Et puis le rôle des Anglais désastreux avec... C'est ce que dit justement, excusez-moi, je vous ai coupé, mais un auditeur vient de nous donner un petit message téléphonique qui dit ceci: il y a une haine viscérale des élites européennes contre la Russie, les Anglais étant les plus virulents. Oui. Voyez-vous, tout à fait dans ce que Et que pensez-vous alors du comportement actuel de Donald Trump qui, après la réunion idyllique à Anchorage, devient maintenant assez acerbe contre Poutine, contre la Russie? Et à votre avis, ça va dans quelle direction tout ça? Alors, Trump est sincère quand il cherche un point d'entente avec la Russie. Intuitivement, il retrouve une certaine tradition américaine qu'on a oubliée, mais qui est celle de Lincoln et d'Alexandre II, c'est-à-dire sans le soutien russe, ça aurait été sans doute plus difficile pour les armées du Nord de gagner la guerre de sécession. Et il y avait cette idée que la Russie et les États-Unis se touchent géographiquement par l'Alaska. Alors l'Alaska qui a été russe, puis que les Russes ont vendu aux Américains. Et donc c'était l'intuition forte qui est derrière la rencontre d'Anchorage. D'ailleurs, c'est embêtant pour nous, Européens, parce que les Russes et les Américains nous ont dit « vous faites ce que vous voulez, mais enfin, si vous continuez dans votre bac à sable, nous, on peut se parler directement. » Et il va y avoir des éléments de développement économique. Alors, y aura-t-il un tunnel sous le détroit de Bering ou un pont? Je ne sais pas. En tout cas, il va se passer des choses. Le problème de Trump, c'est que il n'est pas... toute cette tradition d'entente américano-russe, elle était fondée aussi, elle naît à l'époque du décollage industriel des deux pays. Il y avait cette idée, c'était une vision extrêmement, qui était portée par des grands industriels qui voulaient la coopération des deux pays. Trump n'est pas un industriel, c'est un homme de l'immobilier new-yorkais, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune dans les années de finances faciles des États-Unis. Donc il a par ailleurs à combattre un certain nombre de facilités auxquelles il a été habitué. Et puis surtout, les gens qu'il est habitué à fréquenter, ce ne sont pas les chantres de l'amitié américano-russe. Ce sont au contraire des gens beaucoup plus alignés sur la Grande-Bretagne, sur le lien entre Wall Street et la City, et sur l'idée qu'il faut déstabiliser la Russie. Donc il y a cette contradiction. Je crois qu'en fait, son premier problème, au-delà de ça, parce que Trump n'est pas quelqu'un qu'on fait changer d'idée facilement, mais son premier problème, c'est la solidité du camp anti-russe. Alors, est-ce qu'on parle d'État profond? Est-ce qu'on parle d'autre chose? En fait, le milieu, tous les réseaux qui dirigeaient la politique américaine pendant une trentaine d'années, sont maintenant très divisés. Il y a ceux qui ont rejoint Trump et qui le soutiennent dans l'idée qu'il faut une réconciliation avec la Russie, et puis il y a ceux qui encouragent les Européens.
Ils ont vu qu'ils avaient perdu aux États-Unis, au moins provisoirement, et ils encouragent les Européens à ne pas céder et à faire de la surenchère. Et en fait, c'est compliqué pour Trump parce que l'autorité du président des États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, a été régulièrement affaiblie par ce qu'on appelle d'un bon ou d'un mauvais terme l'État profond. Mais rappelons-nous déjà la difficulté de Kennedy à imposer sa volonté pendant la crise de Cuba, mais il y était arrivé. Mais ensuite, vous avez un certain nombre de moments, le Watergate en est un, qui est une crise assez bizarre quand on la regarde bien, et qui a beaucoup d'éléments du coup monté contre Nixon pour amoindrir sa forte personnalité. Reagan a eu de la chance parce que Reagan était sous-estimé, on le pensait idiot. Et donc, il a eu cette fenêtre qui s'est ouverte. Il a négocié avec Gorbatchev la fin de la guerre froide. Mais en fait, il a complètement déstabilisé ce que nous, on appelle l'État profond, qui a commencé à se ressaisir avec George W. Bush. Mais regardez Trump. Trump témoigne, donc après Kennedy, après Nixon, après Reagan, pour prendre les grands présidents américains du dernier demi-siècle, ou des dernières 60 années, eh bien, il témoigne de la difficulté qu'a une forte personnalité à penser hors du cadre. C'est ça. Et donc, il va finir par y arriver, mais c'est difficile. Oui, mais alors, il a contre lui la brièveté des mandats, parce qu'évidemment, les grands réformateurs dans l'histoire n'ont pu exercer leur talent de grands réformateurs qu'au long cours. Alors, oui, je vous donne raison. Je vais quand même me faire l'avocat du diable, si j'ose dire, à propos de Donald Trump. Je pense que il faut voir Trump ça démarre en 2015 quand il annonce sa candidature et ça va se finir, sauf imprévu, en 2028. C'est-à-dire 13 ans où il aura de facto dominé la politique américaine. Et il a dominé la politique américaine en s'imposant contre tous les pronostics en 2016. Pendant 4 ans, il a fait certaines choses, il n'a pas pu en faire d'autres, mais il en a tellement fait qu'il a fallu une sorte de révolution de couleur à l'américaine pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche. Élection truquée, non ? Oui, il y a eu de la fraude aujourd'hui, on le sait, il y a eu une fraude massive, hein, on le sait. Mais le journal Time Magazine, dès février 2021, avait raconté la révolution de couleur dont je vous parle. C'est-à-dire que les Américains qui avaient l'habitude d'empêcher tel ou tel résultat électoral à l'extérieur de chez eux, ils ont appliqué le principe à leur propre pays. Mais malgré ça, Trump survit pendant 4 ans, il obnubile tous les débats. On ne parle que, si vous regardez... On dit Biden parce que c'est le président, mais qui est totalement amorphe, qui a pas les moyens de gouverner intellectuellement, parce qu'il est trop vieux. Et Trump, lui, il est partout. Les démocrates veulent le faire chuter, les juges veulent sa peau, etc. Et c'est lui qui arrive à être réélu. Bon. Et donc, je dirais qu'il va laisser une trace dans l'histoire américaine qui fera sans doute penser à celle de Roosevelt. Alors la différence, c'est que Roosevelt a fait 4 mandats. Trump n'aura pas pu faire... 3 mandats et demi pour Roosevelt. Trump n'aura pas pu faire 3 ou 4 mandats. D'abord parce que la Constitution américaine l'interdit aujourd'hui. Et puis parce que entre ces 2 mandats, mais c'est le paradoxe, ceux qui l'ont empêché de revenir à la Maison-Blanche en 2020 lui ont donné une influence démesurée sur la politique américaine. Et il y a forcément dans le parti républicain d'aujourd'hui quelqu'un qui sera le successeur de Trump, alors peut-être pas en 2028, mais à plus ou moins brève échéance. Et est-ce que ce sera J.D. Vance ? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre ? C'est difficile à dire. En tout cas, Trump a profondément bouleversé et bouleversera encore pendant les 2 ans, 3 ans qui viennent la politique américaine. Et aujourd'hui, il se concentre de plus en plus sur la politique intérieure. C'est là que ça se joue. Et alors, il y a l'enjeu ukrainien. On voit que cette armée ukrainienne est à la peine d'une manière presque inhumaine, puisqu'on sollicite les hommes au-delà du possible, étant donné la crise de recrutement. On a
des moyens financiers et matériels qui, malgré tout, ont décliné tout de même. Et on voit bien que l'étau russe se resserre tout de même sur cette armée. Alors pensez-vous que nous avons une situation analogue à celle de l'Allemagne de l'automne de septembre, octobre, novembre 1918, l'effondrement moral décrit par De Gaulle dans La discorde chez l'ennemi, où tout d'un coup, le moral d'un peuple et d'une armée est en panne, tout d'un coup. Oui, alors, effectivement, on peut chercher des comparaisons historiques. Bon, l'armée allemande de cette époque elle n'avait pas besoin d'être alimentée en armes et elle était autonome. Elle a d'ailleurs failli gagner au printemps 1918. Ça s'est joué à peu de choses. Que le front français ne s'effondre. On oublie aujourd'hui de saluer l'héroïsme, le courage et l'intelligence des chefs aussi dans la dernière partie de la guerre. Oui, qui se sont rassemblés. Qui se sont rassemblés. Le maréchal Foch. Il y a eu ensuite l'arrivée des troupes fraîches américaines, bien sûr. Mais enfin, ceux qui ont soutenu l'effort pendant 4 ans dans des conditions inouïes, parce que démographiquement, nous étions bien inférieurs à l'Allemagne. Enfin, il y a eu un héroïsme dont on n'a plus idée aujourd'hui. Mais c'est une comparaison intéressante. Je crois, si vous voulez, que il y a plusieurs choses. Il y a un patriotisme ukrainien propre dans l'ouest de l'Ukraine et qui s'est authentiquement soulevé contre la Russie. Il faut dire que c'est le produit de décennies d'histoire où les Ukrainiens se sont convaincus qu'ils étaient une nation indépendante. Mais au centre ou à l'est de l'Ukraine, les recrutés ont plus combattu par devoir. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le soldat ukrainien est un combattant tout à fait extraordinaire. Et en fait, les auditeurs n'interpréteront pas mal ce que je dis, mais il est comme un Russe. En fait, on voit bien que c'est la même ère culturelle. Et un combattant biélorusse, un combattant ukrainien, un combattant russe ont appris à se battre de la même manière dans l'armée soviétique. Et d'ailleurs, c'est la sphère de l'Empire tsariste. Ils ont l'héroïsme des Français et des Allemands de 14-18, en fait. Oui. Et alors, ensuite, il faut voir aussi des choses qu'on ne dit jamais derrière les enthousiasmes assez puérils qu'on voit sur les plateaux de télévision. Par ailleurs, l'Ukraine de Zelensky est devenue une dictature féroce, avec des recrutements forcés. Dans aucun pays, les recrutements militaires ne sont faciles. Mais là, c'est un système. Il y a des tas de vidéos qui circulent. Heureusement, on a les réseaux sociaux qui permettent de voir les choses. Et donc, il y a ça. Et vous avez, d'autre part, il faut bien se rendre compte, et ça, c'est sans doute une différence avec l'Allemagne de 1918, vous avez un cynisme d'un certain nombre de membres des élites ukrainiennes qui vivent à l'étranger. Tous ceux qui avaient une voiture et qui ont pu partir à temps et qui sont allés s'installer en Europe de l'Ouest, ou bien qui sont allés en Russie aussi. Et donc ceux qui sont restés, ceux qui sont enrôlés, c'est ceux qui ont le moins de moyens, qui sont les plus pauvres. Et l'Ukraine est un pays où les inégalités n'ont cessé de s'accroître depuis les années 90. Donc en fait, effectivement, on touche à la substance du peuple ukrainien. C'est ça qui est assez terrible. Alors, quand est-ce que ça va craquer ? À la fois, ceux qui sont menacés d'être enrôlés aujourd'hui essayent d'y échapper. On a une courbe quasiment exponentielle du nombre de désertions. Il y a des données assez fiables là-dessus. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est que c'est un front très long. Alors, il est même allé jusqu'à 2000 km, la ligne de front au plus fort de l'expansion russe dans la première partie de la guerre, quand les Russes n'étaient pas loin de Kiev. Mais aujourd'hui, on a entre 1000 et 1200 km de ligne de front. Et les Ukrainiens ont de plus en plus de mal à tenir. Ils n'ont plus assez d'effectifs. Et puis, ils n'ont plus assez de soldats ni d'officiers expérimentés. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué, surtout que la Russie avance méthodiquement. Alors, en même temps, il y a quelque chose d'assez étonnant à comprendre, parce qu'on cherche la rupture de la ligne de front, mais en fait, il n'y a plus de ligne de front
Cette guerre nouvelle qui est faite par les drones, elle est faite par des essaims de soldats, des petits groupes de soldats, des petites grappes de soldats, qui s'infiltrent derrière les lignes ennemies et qui, après ça, dans une guerre qui est devenue purement digitale, indiquent les positions à frapper pour l'artillerie ou pour les drones de l'armée russe. Et pendant longtemps, les Ukrainiens ont été bons aussi sur cette question des drones. Aujourd'hui, ils sont moins capables d'en fabriquer. Le système est en train de s'épuiser. Donc, on voit bien que dans les 6 mois qui viennent, il peut se produire une vraie rupture. Mais ce qui prolonge la guerre actuellement, c'est le fait que les Européens, ne voulant pas négocier et ayant bloqué les possibilités de négociation de Donald Trump, maintenant les Russes savent qu'il n'y a plus de compromis possible. Et donc ils vont aller jusqu'au point qu'ils souhaitent atteindre. Et ça, les dirigeants européens actuels portent une lourde responsabilité parce qu'on aura encore quelques centaines de milliers de soldats ukrainiens qui vont mourir pour rien. Oui. Et alors justement, est-ce qu'une capitulation ukrainienne qui semble se dessiner dans l'horizon que vous décrivez, est-ce que ce ne serait pas une défaite de l'OTAN et donc de l'Empire américain ? Alors, l'intelligence de Trump, c'était de comprendre intuitivement que c'est mal parti et qu'il vaudrait mieux que les États-Unis se retirent. Oui, mais il continue en disant tout ça, c'est la guerre de Biden, c'est pas la mienne. Il continue à proposer l'armement américain financé par les Européens qui le donneraient aux Ukrainiens. Voilà. C'est-à-dire qu'il remet des bûches dans le poêle quand même. Voilà. C'est aussi, de la part de Trump, c'est aussi l'idée, c'est de dire aux Européens, vous voulez vraiment, allez-y. Et vous voulez payer, tant mieux pour moi. Donc c'est ça aussi, de ce point de vue-là, il y a pas mal d'ironie de la part de Trump, qui a fait cesser un certain nombre de livraisons directes de matériel. Mais vous avez raison, ça serait une défaite. Ça sera, dans tous les cas, une défaite lourde de l'OTAN, une défaite de facto des États-Unis, puisque jamais les Ukrainiens n'auraient pu lancer autant de projectiles, y compris sur le territoire russe. Jamais ils n'auraient pu faire l'offensive de Koursk sans des soutiens logistiques américains. Et on a une situation qui est tout à fait paradoxale, qui est celle où l'infériorité de l'armée américaine, et même dans sa simple dimension logistique, devient visible pour le reste du monde. Et on a une situation difficile. Et Trump, en fait, ça, moi, on me l'a dit quand j'étais à Washington au mois de juillet dernier, Trump a parfaitement conscience de ça. C'est pour ça qu'il veut arrêter ces conflits. Il a arrêté la guerre d'Iran avec un style inimitable au bout de 12 jours, mais parce qu'il savait très bien que les dégâts commis par les missiles iraniens sur Israël étaient tels qu'on allait commencer à mettre en cause la technologie américaine derrière le dôme de fer. D'accord. C'est ça, en fait. C'était l'obsession. Et de même, il voudrait arrêter la guerre d'Ukraine parce qu'il sait très bien, au bout du compte, que ça sera interprété comme une défaite américaine. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et pour l'arrêter, il pourrait aussi demander à Elon Musk de stopper la couverture satellitaire. Alors, oui, je comprends ce que vous dites, mais d'après toutes les informations qu'on a, maintenant, les Russes sont largement capables technologiquement de neutraliser l'effet de Starlink. Et donc Starlink joue un rôle, d'après ce que je lis chez des bons spécialistes, un rôle neutre aujourd'hui. Ça n'est plus aussi décisif que ça l'a été effectivement dans les 18 premiers mois de la guerre. Il reste la fourniture de matériel aux Européens qui l'achèteraient, mais sans ce matériel acheté par les Européens, il n'y aurait pas de matériel pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, ça d'ailleurs, Zelensky le répète chaque fois qu'on lui tend un micro. La question fondamentale, c'est celle de s'il n'y a plus de livraison, de matériel militaire, s'il n'y a plus d'argent, la guerre s'arrête, effectivement. Or, les stocks européens étant très, très bas, c'est quand même bien les stocks américains qui sont la condition sine qua non de la poursuite de la guerre. Qui eux-mêmes se vident plus vite
qu'ils ne se remplissent. Et puis par ailleurs, là encore, l'administration Biden a été tout à fait peu stratège, puisqu'elle s'est retrouvée avec 2 guerres à mener. Parce que toutes les armes qu'on donne à Israël, là encore, Israël n'aurait pas pu faire la guerre de Gaza sans les armes américaines, mais toutes les armes qu'on donne à Israël, on ne les donne pas à l'Ukraine. Oui. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons vous divulguer un message et reprendre le cours de cette passionnante conversation. Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'appuierai tout à fait ce message en sollicitant à nouveau votre générosité pour aider Radio Courtoisie à boucler l'exercice comptable 2025. Je crois qu'il manque encore quelques 200 000 €. Donc, toutes les cotisations seront les bienvenues pour soutenir notre effort face aux médias du système gorgés d'argent public et de publicité mondialisante. Voilà, donc je fais mon devoir de solliciteur de fonds. Et, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous écoutez le Libre Journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Édouard Husson, normalien, agrégé d'histoire et professeur des universités. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'Empire américain face à l'émergence d'un nouvel ordre international. Nous avons un message assez long adressé par un de nos auditeurs, Jean Denis, que nous remercions. Il nous dit ceci. Nos experts nous serinent des analyses imbéciles, je lis ses propos, mais il est pourtant évident qu'après l'échec de l'opération limitée qui allait déboucher sur la négociation à Istanbul et surtout après l'offensive ukrainienne de l'automne 2022, les Russes ont adopté une stratégie de destruction systématique des forces ukro-atlantistes en se retranchant derrière des lignes de défense étagées en profondeur, se donnant le temps d'adapter l'armée et la production à la guerre des drones. Pour détruire une armée, il faut la laisser venir au contact et juste limiter sa logistique et réduire ses réserves. D'où les attaques limitées sur les moyens de communication jusqu'à la phase actuelle qui précède un effondrement total du front ukrainien. Il est évident aussi que les Russes ne mènent qu'une guerre limitée aux objectifs militaires, quand après une nuit où plus de 500 drones et missiles, on déplore moins de 10 morts, il est évident qu'un conflit avec l'OTAN ne se limitera pas à cela, en particulier avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui sont devenus les meneurs d'un conflit voulu par leurs dirigeants pour imposer des lois abolissant les libertés et confisquant les avoirs. Une guerre voulue par l'Occident financier pour imposer le grand reset, quitte à perdre une guerre qui se soldera après des pertes qu'ils estiment limitées. La cible, c'est nous, pour le profit de la superclasse financière. Voilà le message de Jean Denis. Voilà quelqu'un qui a l'esprit clair et qui a une cohérence de l'analyse. C'est intéressant. Absolument. Je ne sais pas si je souscrirai à chaque élément dans le détail, mais ce qui est dit est tout à fait juste. Il y a eu une... c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, Poutine est, contrairement à la réputation qu'on lui fait, est presque trop rationnel. C'est-à-dire que il a négocié pendant longtemps, il a pensé que Biden comprendrait quand il lui disait « je veux négocier ». Puis les Américains font ce qu'ils ont toujours fait depuis la fin de la guerre froide. Ils ont pensé qu'ils pouvaient balader les Russes. Et puis tout d'un coup, tout le monde se retrouve avec une guerre. C'est-à-dire que, alors surtout après la provocation de Zelensky
le 19 février 2022, lorsque Zelensky, à la conférence de Munich, explique que l'Ukraine va devoir se doter à nouveau d'armes nucléaires, que donc soit l'OTAN les lui met à disposition, soit les savants ukrainiens qui ont encore les chercheurs ukrainiens qui ont encore le savoir-faire de l'époque soviétique se mettront au travail. Alors ça a forcément été validé par les Américains, c'était la provocation ultime. Parce que toucher à la question du traité de non-prolifération, et puis surtout laisser expliquer aux Russes qu'ils auront des missiles nucléaires à leurs frontières, ukrainien, c'était impossible. Donc ça rendait la guerre inévitable. Mais Poutine a pensé que la démonstration de force, parce que c'est ça essentiellement, la démonstration de force du mois de mars 2022, ça suffirait. Et d'ailleurs, l'envoi de missiles, les premiers missiles hypersoniques déployés sur le terrain des Kinjal le 12 mars et le 19 mars 2022 ont beaucoup effrayé les Ukrainiens, qui ont commencé à négocier. C'est pour ça que tout le monde se retrouve à Istanbul. Et puis à l'époque, il y a un énorme effort de médiation. L'ancien chancelier allemand Schröder, en particulier, qui a établi son quartier général à 200 mètres de l'endroit où les Ukrainiens et les Russes négocient. Et régulièrement, les Ukrainiens viennent le voir pour dire « Est-ce qu'on a bien compris ce que les Russes nous disent ? Est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter ?» Bon. Donc tout ça allait vers une solution au conflit. À l'époque, l'Ukraine n'aurait quasiment rien perdu en termes de territoire. Elle aurait dû entériner définitivement la perte de la Crimée, mais même le Donbass, ce n'était pas du tout sûr que les Russes l'annexaient. Il n'y a rien dans le projet d'accord d'Istanbul qui le dit, c'est remis à plus tard. Et au lieu de ça, les Américains et les Britanniques, tout à leur idée de provoquer une révolution de couleur en Russie, de déstabiliser Poutine, de le renverser, pour revenir aux bonnes vieilles années Yeltsin, qui en fait ont été un cauchemar. Hein. Je vous rappelle que dans les années 90, la Russie a perdu autant d'habitants que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait peut-être que les Français, les dirigeants français se mettent ça en tête. C'est-à-dire que la perception pour les Russes des années 90, ce sont des années cauchemardesques. Par l'émigration notamment. Pas simplement la hausse de la mortalité, la désorganisation du pays. Et n'oubliez pas, quand Poutine arrive au pouvoir, il trouve une Russie où le taux d'espérance l'espérance de vie est à 58 ans pour les hommes. 58 ans pour les hommes. Donc, et tous ceux qui sont morts de mauvais traitements, d'absence de soins médicaux, d'alcoolisme, et dans l'état de désorganisation où était la Fédération de Russie, tout ça les Russes ont ça en tête. Et donc, ça les conduit peut-être quelquefois à être trop rationnels, c'est-à-dire comment est-ce que l'Ukraine pourrait ne pas signer ce qu'on lui propose. On a fait la démonstration de force qu'il fallait. On s'est protégé militairement au nord de la Crimée, parce que ça, ils ont tout de suite saisi les territoires pour éviter qu'il y ait une attaque sur la Crimée. Et donc, maintenant, on négocie. Bon. Et en fait, non. Les Américains et les Britanniques ont dit, non, il faut continuer. Et on va vous aider, on va vous donner les moyens, vous allez gagner. Et les Ukrainiens sont entrés là-dedans... parce qu'en fait, Zelensky était pris en étau entre cette promesse alléchante transmise par Boris Johnson et le pistolet qu'il avait dans le dos, qui était celui des néofascistes ukrainiens, qui lui disaient « si tu continues pas la guerre, on t'abat tout de suite ». C'est ça, en fait, la réalité. Mais ces néofascistes ukrainiens, moi j'étais en Ukraine il y a 20 ans, vers 2005-2006. Ils étaient, à l'époque, c'était infinitésimal. Il y avait quasiment rien. Ce sont des gens qui ont été entraînés par la CIA à partir du coup de Maïdan. Et dans la situation économique désastreuse qui suit le coup de Maïdan, il y a un certain nombre de jeunes désœuvrés, n'ayant plus d'emploi, cherchant de quoi se loger, se nourrir et de quoi s'occuper, qui ont rejoint les camps de formation des milices néofascistes de type Azov. Bon. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est une situation qui a été entièrement créée par l'Occident. Oui. Mais Poutine pensait que
ça vient aussi du fait que la Russie, ayant connu la Deuxième Guerre mondiale dans sa chair, beaucoup plus que les Américains ou même que les Européens de l'Ouest, la Russie n'aime pas faire la guerre en soi. Aucun des peuples d'Eurasie qui a connu les guerres civiles du communisme, qui a connu les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, n'a envie de faire la guerre. Faut-il que nous soyons légers, nous Français, qui, par la faute de Pétain et de la démission du commandement militaire, sommes sortis de la guerre, en tout cas pour la métropole, pendant plusieurs années. Donc nous ne nous rendons pas compte de ce qu'a été l'expérience de ces peuples. Ils ne veulent pas. Les guerres civiles liées à la Russie soviétique, les guerres civiles du communisme chinois, la guerre du Vietnam, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle a été atroce à deux endroits. Elle a été atroce en Russie soviétique, enfin à partir de la Pologne et de la Russie soviétique, et elle a été atroce en Extrême-Orient. Avec les atrocités commises par les Japonais, avec la dureté de la guerre des Chinois contre les Japonais. Bon, puis on oublie par exemple la guerre de Corée. La guerre de Corée, c'est absolument atroce ce qui s'est passé entre 1950 et 1953. Il y a eu 2 millions de morts. On a complètement, par légèreté, par frivolité, par inculture, nos dirigeants ont complètement oublié ces réalités-là. On a quand même subi une occupation allemande dans la partie nord et puis dans tout le pays. Bon, qui était très désagréable. Qui est très désagréable, voilà. Qui a amené des morts, des arrestations, des représailles. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Simplement, si vous voulez, l'Union soviétique, c'est 1000 villes détruites, c'est 70 000 villages, c'est 3 700 000 prisonniers soviétiques affamés volontairement par l'armée allemande, ce qui relève d'une action génocidaire. C'est effectivement 14 millions de civils, bien sûr, en plus des 10 millions de soldats, 9 millions et demi morts au combat, et ceux qui sont morts dans les camps de prisonniers. Pour la Russie soviétique, c'est autant de victimes que la Première Guerre mondiale, la guerre civile, Lénine et Staline réunis. Oui. Donc il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et donc, je reviens à ce que vous disiez, Poutine n'imagine pas qu'on ne veuille pas faire la paix. Et puis, il doit le constater. Alors, effectivement, il y a eu un moment difficile d'adaptation, mais à l'inverse, tout ce que décrit cet auditeur est intéressant, parce que ça prouve quoi ? Ça prouve que la Russie est aujourd'hui, avec l'Ukraine malheureusement, ce sont les seuls pays qui ont la notion de ce qu'est la guerre moderne, une guerre au sens d'un affrontement. Je ne parle pas de guerre civile, de guérilla, ça il y en a ailleurs dans le monde. Mais l'affrontement entre deux armées, et donc ça donne à la Russie aujourd'hui une supériorité. L'armée française n'est pas préparée à cette guerre que la Russie a menée depuis 3 ans. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, en forçant un peu le trait, je reconnais, mais que l'Empire américain est un peu un géant de porcelaine actuellement, parce que sa suprématie militaire est quand même battue en brèche par la guerre ukraino-russe, malgré tout. Et d'autre part, l'avance technologique russe sur les hypervéloces est une vraie épine dans le pied du Pentagone, parce que la vulnérabilité des 11 porte-avions américains est extrême face aux hypervéloces russes. Et maintenant, on a la torpille Poséidon, etc. Et par ailleurs, le privilège monétaire du dollar américain ne voulait-il pas qu'il est battu en brèche de plus en plus nettement maintenant ? Or, l'Empire américain, c'est d'abord le privilège monétaire du dollar. Donc, il semblerait que cet empire soit fragilisé et sur le plan militaire et sur le plan monétaire. Oui, bien sûr. Alors, en fait, si vous voulez, je crois qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, sur le plan militaire, vous avez tout à fait raison. On a un déclin de l'armée américaine.
qui a aujourd'hui d'énormes problèmes de recrutement. On considère que 20% de la jeunesse serait incapable d'être enrôlée. Il y a des questions d'obésité, il y a des questions de drogue, il y a un certain nombre simplement d'états physiques des jeunes Américains. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le wokisme, toute l'idéologie du genre et tout ça a encore plus cassé le moral de l'armée américaine. Alors, l'armée américaine qui reste malgré tout l'institution la plus respectée des Américains. Mais pour combien de temps ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, ils en sont restés à la guerre d'Irak. Donc une espèce de mélange de percée des chars et d'armes de précision. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on parle des missiles Tomahawk, c'est les missiles qui ont été révélés par la guerre d'Irak. Ils ont raté jusqu'à aujourd'hui le tournant des armes hypervéloces, puisqu'ils en sont encore seulement au prototype. Ils ont 20 ans de retard sur les Russes et 10 à 15 ans de retard sur les Chinois dans le domaine. Ils ont visiblement raté la révolution des drones. Alors, ils ont su utiliser des drones pour faire bombarder un certain nombre d'objectifs, effectivement, dans les 10-15 dernières années. Mais l'utilisation des drones sur le champ de bataille, des drones kamikazes, sur le champ de bataille, par la troupe, ça, c'est quelque chose que les Ukrainiens et les Russes ont inventé dans leur affrontement. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ayant pris l'initiative et les Russes s'adaptant et poussant ça un cran plus loin. Et puis, regardez les déploiements, vous citiez toutes ces armes nouvelles. Il faut parler de la Chine aussi. La Chine est juste derrière la Russie en termes de modernisation, mais enfin, elle a des effectifs que la Russie n'a pas. Et puis, regardez, alors la Corée du Nord qui a l'arme atomique, qui a des missiles hypervéloces. Regardez l'Iran, qui a des missiles hypersoniques aussi. D'ailleurs, la guerre d'Israël a montré la réalité. Dans les dernières 24 heures qui ont précédé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu voulu par Trump, tous les missiles iraniens sont passés à travers le dôme de fer. Et c'était des missiles de type hypervéloce. Donc, on a un problème qui n'est pas simplement celui des Américains, qui est celui de l'OTAN. Je fais une parenthèse, mais pour vous montrer l'inconscience de nos gouvernants. On sait que ces derniers mois, parce que M. Retailleau a été très offensif vis-à-vis de l'Algérie. Bon, moi, je ne me prononce pas sur le fond. Il peut y avoir des contentieux entre des pays. Mais que se passe-t-il le jour où l'Algérie dispose de l'arme hypersonique, alors que nous ne l'avons toujours pas développée, parce qu'on a fait du suivi. C'est un savant français, Jean-Pierre Petit, qui a inventé les principes physiques qui sont derrière cette arme. Mais quand, à la fin des années 80, on propose au ministère de la Défense de la développer, il y a d'abord un feu vert, puis on laisse tomber au bout de quelques mois ou de quelques années. Bon. Donc, vous imaginez si un jour on se retrouve face à une Algérie équipée par les Russes en missiles hypervéloces. Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir une épreuve de force avec l'Algérie si c'est légitime, mais il faudrait peut-être préparer aussi les lignes de défense. Oui. Parce que s'il y a une escalade. Et vous voyez, ce sont toutes les armées occidentales qui sont en fait en retard technologiquement, avec en particulier le fait que si vous regardez le circuit fermé entre le Pentagone, les industriels et le Congrès, et en fait les armements d'avenir n'ont pas été choisis en fonction de l'évolution de la guerre, mais en fonction de l'intérêt que chacune de ces trois parties trouvait à faire financer tel ou tel programme militaire. C'est ce qui vous explique que aujourd'hui, avec pratiquement 1000 milliards de dollars consacrés à la défense, les États-Unis soient bien moins performants que la Russie, qui a un budget nominalement 10 fois inférieur et en fait, en parité de pouvoir d'achat, 4 fois inférieur à celui des États-Unis.
sur le plan militaire. Donc, je crois qu'effectivement, l'hégémon est en déclin. Vous avez parlé du dollar. Les sanctions contre la Russie, en fait, ont porté le coup de grâce au dollar. Alors, ça ne se verra pas tout de suite, ça se fait lentement. Mais enfin, aujourd'hui, dans les réserves du monde, il n'y a plus que 40% en dollars et il y a aujourd'hui 30% en or. Il n'y a pas eu de substitution du yuan au dollar. C'est l'or, en fait, qui en profite. Si les Européens avaient été intelligents, les dirigeants européens, ils se seraient gardés de s'associer aux sanctions, ils auraient peut-être fait de l'euro une monnaie de réserve alternative. Mais comme ils ont aligné l'euro sur le dollar, le destin de l'euro sera celui du dollar. Oui. Donc, vous voyez effectivement ce bouleversement qui a lieu. Et là-dessus vient... Alors, j'ai utilisé le terme d'hégémone, qui est souvent la puissance hégémonique. Certains analystes font remarquer à juste titre que les États-Unis n'ont jamais créé un empire, comme par exemple les Romains ont pu le créer, parce qu'ils n'ont jamais voulu en fait une domination territoriale complète. Et puis ils ont un autre problème, c'est que quand vous êtes un Américain né à l'étranger, vous n'obtenez pas automatiquement la nationalité américaine. Il faut en fait venir résider aux États-Unis. Donc, c'est pas propice à la création d'un empire, effectivement, où on envoie des diasporas partout pour construire et pour quadriller et dominer le terrain. Donc, c'est en plus une domination plus fragile, qui est un peu comme celle, on dit hégémone, parce que c'était la manière dont Athènes voyait sa domination sur la Ligue de Délos. Au 5e siècle. Et alors, on a vu la fragilité vis-à-vis des terres rares quand Pékin a dit vos droits de douane étant exorbitants, ce que vous voulez nous imposer, eh bien, il n'y aura plus de terres rares. Bon, on a bien vu que Trump a essuyé une claque monumentale. Oui, il est... en fait, le drame de Donald Trump, c'est que s'il avait fait un deuxième mandat dans le sillage du premier, il aurait vraisemblablement été encore relativement en position de force. D'ailleurs, pendant son premier mandat, il est relativement en position de force face à la Chine. Aujourd'hui, il est en position d'infériorité, 8 ans plus tard. Ça c'est très important d'avoir ça en tête. Mais si vous voulez, je crois que le plus important à comprendre, et ça c'est l'absurdité de l'influence des néoconservateurs sur la politique étrangère américaine, c'est que à la fin des années 90, les Américains, au lieu de s'occuper de ce qui était leurs vrais intérêts, c'est-à-dire contenir la Russie et la Chine, qui aujourd'hui sont leurs deux premiers adversaires de facto, eh bien, ils se sont perdus, ils se sont ensablés dans les guerres du Proche et du Moyen-Orient, qui étaient des guerres secondaires, relativement sans importance. D'ailleurs, Obama a montré qu'on pouvait maintenir la présence américaine au Proche-Orient sans s'aligner sur l'agenda néoconservateur. Laissons ça à Obama, j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, mais il a signé une paix avec, un accord sur le nucléaire iranien. Il a relativement... on lui reproche de ne pas être allé au bout de la guerre de Syrie, mais de facto, disons qu'il a été en retrait par rapport aux néoconservateurs. Même s'il en a trop fait, et même si... Il a prôné le pivot vers le Pacifique. Il a prôné le pivot vers le Pacifique. Donc Obama avait un peu plus de compréhension. Mais en fait, pendant 20 ans, les Américains se sont enlisés au Proche-Orient, où ils n'avaient pas besoin de faire la guerre, au lieu de se préparer à la montée en puissance de la Russie et de la Chine. Et aujourd'hui, ils le payent. C'est ce que dit un auditeur par téléphone. Les USA ciblent l'Asie centrale et négocient avec l'Afghanistan pour le transformer en citadelle, ce qui permettrait de casser l'axe Chine, Russie, Inde. Oui, mais c'est trop tard. Je crois, c'est trop tard, oui.
c'est trop tard. De toute façon, les Américains ne sont absolument plus bienvenus, comme vous en doutez, en Afghanistan. Et puis bon, le Pakistan, qui a longtemps été un allié très important des États-Unis, aujourd'hui est plutôt proche de la Chine. Donc, c'est trop tard, je veux dire. En fait, et c'est la question que vous posiez en commençant, c'est aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump n'ont plus qu'une façon de faire, c'est de trouver leur place comme un parmi plusieurs. Et effectivement, il y a un gouvernement du monde à imaginer avec la Russie, la Chine et l'Inde. Oui. Et puis, sans doute, le Brésil aussi. Justement, cet auditeur nous dit, parlez-nous du Venezuela, puisque ça a été... Le Venezuela, c'est effectivement extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Trump, voyant les difficultés que lui fait la Chine, voyant qu'au Proche-Orient, c'est difficile, voyant la difficulté qu'il y a à entamer la production de pétrole russe, et il se demande où lui, il a des réserves. Parce que, par ailleurs, il semble que tout ce qui est gaz de schiste et pétrole issu des derniers forages américains, les réserves soient limitées. Et puis, il y a plus généralement la tendance au repli. C'est-à-dire que si on arrête la guerre d'Ukraine, si on arrête la guerre du Proche-Orient, si on est battu en brèche en Afrique par les Russes et les Chinois, il faut se replier sur l'Amérique latine. C'est un retour à la géopolitique du 19e. Tout à fait. Et alors, le Venezuela a toujours résisté à l'emprise américaine depuis Hugo Chavez. Et le Venezuela est très riche en pétrole. C'est sans doute parmi les premières réserves de pétrole du monde. Et donc, le rêve américain, ça serait de mettre la main là-dessus. D'ailleurs, on a un truc qui était absolument grotesque avec le prix Nobel de la paix décerné à une va-t-en-guerre qui dit en gros aux compagnies pétrolières américaines, j'espère qu'il va y avoir un nouveau gouvernement et quand je serai à la tête du gouvernement vénézuélien, je vous inviterai pour que vous puissiez exploiter le pétrole de mon pays. Bon, alors là où les Américains sont coincés, c'est que les Russes et les Chinois vraisemblablement ne laisseront pas faire. Moi, j'ai le souvenir, lors du dernier sommet des BRICS, d'une vidéo où on voit le président Maduro échanger avec le président chinois, Xi Jinping, et lui parler de l'amitié du peuple vénézuélien et du peuple chinois. Et Xi Jinping, si j'en crois la traduction, lui répond « c'est une amitié de fer ». Donc, ça veut dire que les Chinois ne laisseront pas tomber les Vénézuéliens. Et par ailleurs, les Russes ont déjà des armes. Je veux dire, si les Américains ne se retirent pas d'Ukraine, pourquoi est-ce que les Russes ne s'installeraient pas au Venezuela ? Bien sûr. C'est logique. Il y a une logique. Et d'ailleurs, un des éléments de la négociation, ça pourrait être de demander aux Russes de se retirer du Venezuela, aux conseillers militaires russes, comme ça, tout en retirant les conseillers militaires américains d'Ukraine. Mais alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Empire américain ne cédera pas sa position de monopole sans une fuite en avant dans la guerre? Je pense que, si vous voulez, ce qui menace le plus aujourd'hui les États-Unis, c'est une forme de guerre civile. En fait, c'est là que parce qu'aujourd'hui, vous avez des États-Unis majoritaires qui ont voté Trump, qui sont essentiellement le centre du pays. Alors, et puis, vous avez les deux côtes qui sont minoritaires, mais qui ont tenu pendant longtemps la côte Est et la côte Ouest les leviers de pouvoir, et qui sont l'expression de cette Amérique des grandes métropoles, des classes créatives, comme disait Richard Florida, porteurs des valeurs woke et qui préfèrent effectivement élire un Obama qu'un Trump, ça c'est sûr. Et c'est là, et quand on voit la garde nationale américaine dans les villes, dans les grandes villes américaines, quand on voit que il y a un certain nombre de financements qui continuent à arriver vers les groupes qui luttent contre la politique d'immigration de Trump, et tous ces exemples-là,
quand on voit la polémique sur le shutdown, sur le blocage budgétaire, tout ça montre qu'il y a... en fait, les États-Unis vont être de plus en plus absorbés par leurs problèmes intérieurs. Et je pense que c'est surtout... si les États-Unis sont menacés par quelque chose, c'est plutôt par une guerre civile que par l'idée de se lancer dans une nouvelle guerre. Parce qu'en fait, le meilleur garde-fou concernant la guerre, c'est le Pentagone, où l'on sait parfaitement à quoi s'en tenir sur l'affaiblissement de l'armée américaine. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu ce rapport du Pentagone ces dernières semaines. Alors, il n'y a pas eu encore la publication officielle de la stratégie nationale, mais il y a déjà des rapports qui ont circulé disant il faut cesser de penser à une guerre avec la Chine. Donc, il y a un réalisme. Ah oui, c'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau, tout à fait. Et c'est plutôt la position de l'administration Trump. Maintenant, ça aussi, c'est nouveau. Alors, même si Trump n'avait jamais voulu la guerre militaire avec la Chine, il voulait la guerre commerciale. Mais il a perdu la guerre commerciale, là, visiblement, et il laisse le Pentagone dire qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de guerre sur Taïwan. Oui. Et il y a encore un message. Oh, il y a de très nombreux messages que nous n'allons pas pouvoir tous lire. Oui. Alors, c'est un message Dépêchons-nous car il ne intéressant. reste plus que 2 minutes et demie. La création de l'euro est américaine. J'ai entendu sur RC, sur Radio Courtoisie, que l'euro ne serait jamais dominant sur le dollar, car le plafond maximal permis à l'euro dans les réserves mondiales ne devra pas dépasser 23% par rapport au dollar et au yuan. Je ne crois pas. Mais si cet auditeur a des sources, c'est intéressant. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, il y avait peut-être un accord tacite qui était lié quand l'Amérique, quand les États-Unis avaient la possibilité d'imposer ça. Non, je pense que si l'euro s'était émancipé à l'occasion des sanctions anti-russes, si on avait fait le minimum, le service minimum, ou bien simplement si on avait pris quelques personnalités russes et puis le reste on laissait tranquille, l'euro serait devenu, que les Américains l'aient voulu ou pas, monnaie de réserve. Oui. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on ait raté ce tournant, mais en tout cas, on a raté un tournant et l'euro ne sera plus jamais monnaie de réserve mondiale pivot. Oui. Et d'autres messages encore. Bon, écoutez, on ne va pas avoir beaucoup de temps. Il nous reste un peu plus d'une minute. Un peu plus d'une minute. Il y a des messages qui sont très longs, qu'on ne peut pas avoir le temps. Michel Dumas également fait... mais voilà, malheureusement, nous n'avons plus le temps. En tout cas, cher Édouard Husson, nous arrivons au terme de notre émission avec un tour d'horizon passionnant. Et si vous voulez bien, nous récidiverons. Oui, merci à vous. Je suis ravi d'avoir eu cette bonne conversation et je serais ravi de la renouveler, effectivement. Eh bien, ce sera avec joie. Et donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie votre lettre confidentielle, la lettre de Brennus. Oui. Et les libres propos, le blog. Et donc, mon blog sur Substack, Libre Propos. J'ai aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom, Libre Propos, sur lequel, pour l'instant, j'interviens seul. Mais d'ici quelques semaines, j'aurai des conversations avec d'honnêtes gens pour parler de l'avenir de la France et du monde. Écoutez, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nous remercions Claudia, bien sûr, et Martine pour la prise des nombreux messages que nous n'avons pas pu tout lire. Malheureusement, chers auditeurs, veuillez nous en excuser. Et je vous dis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir financièrement notre chère radio qui, depuis 1987, joue un rôle tout à fait vital dans la diffusion des idées patriotiques. À bientôt. Merci, Monsieur Husson. Merci à vous.